Alors donc je m'appelle Jean-Philippe, j'ai créé une société qui s'appelle Black Sheep Studio, dont l'activité, on va dire, principale, c'est de faire de la création et de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire que face à des besoins que les entreprises, les institutions, les startups ou même les collectivités peuvent avoir en termes de communication, on travaille avec eux à y répondre par le biais de la vidéo, c'est-à-dire utiliser le support vidéo comme moyen de communiquer, de délivrer des messages, de promouvoir des choses ou de les présenter ou de les expliquer, etc., etc. J'ai pas de parcours, on va dire, scolaire ou universitaire en lien avec cette activité-là aujourd'hui. Moi, j'ai fait des études plutôt dans les sciences. J'ai fait 2 années de maths sup, maths spé en prépa. Je suis venu à l'université, j'ai passé des concours. Finalement, j'ai un diplôme en ingénierie des micro-nanostructures, donc tout ce qui est nanosciences, caractérisation, etc. Et en fait, c'est en arrivant à Grenoble et en fréquentant l'université qu'à cette époque-là, en 2010-2011, il y avait des concours vidéo qui s'organisaient sur des thématiques. L'UJF, donc qui est l'ex-UGA, faisait ce qu'on appelle... il y avait un concours par exemple sur Imaginer l'université du futur. Donc c'était des petits courts-métrages, le Presse organisait d'autres choses, le Crous, comme il continue à le faire d'ailleurs aujourd'hui, organisait aussi des concours sur des thèmes. Et donc en 2011, moi j'ai présenté 2 concours et j'ai eu 3 prix. Et du coup, au milieu de mes études, comment dire, le fait d'avoir eu des prix pour une discipline dans laquelle moi j'avais pas de formation spécifique, on va dire, même si j'ai un goût pour le cinéma depuis assez longtemps, depuis que je suis tout petit, du coup ça m'a donné envie un petit peu de creuser. Donc j'ai créé d'abord une association en 2011 dans la foulée, où on montait en fait des projets audiovisuels, beaucoup avec des associations étudiantes ou culturelles ou ce genre de choses. Et puis on en est venu finalement, chemin faisant et un petit peu avec le bouche à oreille, à travailler un petit peu avec la ville sur les thématiques d'accessibilité par exemple, le handicap, etc. Puis on a commencé à travailler avec EDF, et puis finalement c'est devenu de plus en plus quelque chose qui a pris de l'ampleur, qui s'est déplacé sur plein de thématiques, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient associatives, etc. Et du coup, on a travaillé à professionnaliser en fait cette activité-là. Alors, mon parcours, il est ce qu'il est. J'ai tendance à penser qu'il fait partie de ces parcours un peu de la génération de nos parents où en fait on arrivait à travailler sur certains postes ou à faire certaines choses, pas forcément pour des raisons de diplôme, mais plus parce que sur le terrain on avait pu montrer ce qu'on était capable de faire, qu'on avait pu apprendre des choses, etc. Il y a toujours cette question de savoir si effectivement il aurait été plus pertinent pour moi par exemple de faire soit comme vous, une institut de la communication ou faire une école de cinéma. Et c'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que on a une liberté en fait totale. On vient avec un œil qui est neuf. On n'a pas forcément de carcan ou de manière de faire ou de manière de ce qu'on doit montrer les choses de telle façon ou telle façon. Donc on a vraiment une liberté totale par rapport à ce qu'on fait, par rapport, alors toujours rapporté bien sûr à répondre à un besoin, à un cahier des charges, etc. Mais c'est vrai qu'on a, je pense, une expressivité qui est assez importante. Par contre, effectivement, par rapport aux gens qui ont fait des études et qui ont eu des cursus spécialisés sur une discipline ou une autre, eh ben on doit travailler 2 fois plus en fait, parce qu'on doit rattraper aussi beaucoup de théories, beaucoup de pratiques, beaucoup de choses qui sont basiques, mais qu'on n'a pas eu l'occasion d'apprendre dans le cadre d'un cours ou dans le cadre de TP ou de projet, etc. Et c'est vrai que nous, notre histoire à nous, c'est vraiment celle de l'expérimentation et de l'empirisme, c'est-à-dire
pour apprendre, en fait, on a beaucoup fait, on s'est beaucoup planté. Par contre, on a toujours eu quelque part une sorte d'intelligence qui consistait à la fin des projets de se demander pourquoi certaines choses n'avaient pas fonctionné comme elles devaient, qu'est-ce qui pouvait être amélioré, sur quoi on pouvait gagner du temps ou du confort dans le travail, etc. Et c'est ça qui nous a amené finalement à aujourd'hui nous considérer toujours pas comme des professionnels, mais comme des bons semi-professionnels, voilà. Parce que pour nous, les professionnels, c'est le cinéma aujourd'hui. Il est évident que c'est pas le même cadre, hein. On ne peut pas avoir une équipe de 15 personnes pour produire un film ou quoi que ce soit. Mais voilà, on essaie en tout cas, en l'espace de 7 ans, on s'est rapproché, malgré l'absence d'études, le plus possible des pratiques et des bonnes pratiques qui existent aujourd'hui dans l'audiovisuel. Alors on parle des métiers de la communication ou des métiers du cinéma, parce que pour moi c'est deux univers totalement différents. Plutôt dans le cinéma, le cinéma malheureusement, alors même si j'en ai une connaissance, j'ai un peu de culture on va dire, c'est pas le milieu dont je vais pouvoir le mieux parler. Les qualités, je peux que répéter les qualités que certains grands directeurs photo, ou que certains réalisateurs, ou que certains cadreurs ou voilà, peuvent donner, c'est qu'effectivement, je pense que la communication, c'est quelque chose de très très important, en particulier dans le cinéma où on a une division du travail qui est très importante, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui est spécialisée sur son poste et qui ne fait qu'une chose, voilà. Ce qui, je redis, n'est pas notre cas. Nous, aujourd'hui, on est multiposte, hein. Moi, ça va être à la fois la réalisation, le montage, l'écriture, etc. Quand on travaille dans le cinéma, chacun a véritablement sa place et son rôle. Donc, il y a vraiment un gros besoin de communication et de coordination aussi. C'est en général ce qui est fait avec le réalisateur ou le chef opérateur. Il peut y avoir, alors, sur les aspects, on va dire, purement du tournage, parce qu'après, vous allez avoir un producteur qui va coordonner l'ensemble du déroulé de tout ça, etc. Mais effectivement, communication et coordination, c'est-à-dire qu'il faut être capable, en tant que réalisateur, d'expliquer le mieux possible ce qu'on attend à un moment donné des gens qui vont travailler la lumière, qui vont travailler les cadres, qui vont jouer, etc. etc. Et l'autre qualité, je pense, mais qui est quelque chose qui ne peut pas s'acquérir en peu de temps, c'est un imaginaire, c'est une façon de voir les choses. Quand vous discutez avec un directeur photo, il va vous dire que ce qui va influencer son travail dans la façon de mettre en relief une image, c'est la peinture, c'est d'autres films, c'est d'autres directeurs photos, c'est de la photographie noir et blanc, c'est tout un tas de choses. Et en fait, il y a un moment donné où il faut comprendre que dans ces métiers-là, être un bon technicien, ça ne suffit pas. Il faut être un bon technicien, c'est-à-dire il faut maîtriser ses outils, mais il faut ne pas oublier que les outils sont toujours au service d'un projet. Et que donc ces outils, il faut savoir les utiliser aussi avec intelligence et avec parcimonie pour répondre aux besoins ou à la demande après d'un réalisateur ou d'une production. Donc je pense qu'il y a ces deux choses-là. Il y a le côté effectivement travail en équipe, qui est compliqué quand on est 15 ou 20 sur un plateau. Et aussi le côté effectivement où il faut savoir adapter la technique, les outils et avoir des références et des choses un petit peu en tête pour avoir une véritable proposition et une valeur ajoutée sur un projet. On se déplace beaucoup plus d'ailleurs à l'extérieur sur des lieux de tournage qu'ici en studio. En extérieur, ce qu'on fait beaucoup, c'est des films institutionnels, des films corporate, de la couverture d'événements, ce genre de choses. Et en studio, c'est plus... le rôle du studio, c'est d'avoir un cadre qui soit un peu plus maîtrisé, qui soit un petit peu plus sur place, qui soit un petit peu plus... qui donne des possibilités aussi, comme on maîtrise absolument tout en studio, de l'éclairage à la taille de l'espace, etc. Il est évident qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire sur des extérieurs. Quand vous allez filmer quelque part, par exemple dans une entreprise, le bureau, il est comme il est, la lumière, elle est comme elle est. On peut amener du matériel, etc. Mais c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'en studio, nous, c'est plus réservé à faire, on va dire, beaucoup de choses sur fond vert, sur fond blanc, sur fond noir. On fait de la formation, on fait beaucoup de formation au fond vert.
Là, on a fait un projet de web-série qui se prêtait à être fait en studio avec Spartoo. Donc non, aujourd'hui, on vient quand même plutôt du tournage en extérieur. Et pour nous, le studio, c'est plutôt un endroit confortable pour pouvoir faire des choses en fait différentes. Effectivement, nous on est totalement en équipe et on a toujours été en équipe et on n'a jamais vraiment travaillé seul chacun de notre côté. Et je pense que c'est pas que pour les raisons que je vais aborder après, c'est aussi des questions que je pense qu'aucun de nous trois n'aime travailler seul en fait. On trouve ça un peu déprimant. Après l'idée de travailler en équipe, c'est pas forcément un absolu entre guillemets. C'est aussi parce que aujourd'hui, nous, on a des compétences chacun individuellement qui sont complémentaires et on se marche pas les uns sur les autres. Mes deux collègues s'occupent respectivement l'un de tout le travail sonore, mais vraiment quand je dis tout le travail sonore, c'est tout le travail sonore, de la captation à la post-production. Mon autre collègue s'occupe plus de tout ce qui est le travail graphique, d'animation, faire des titrages, faire des génériques d'introduction, de conclusion, de faire du motion design, etc. Et moi, je m'occupe plus de la partie effectivement purement audiovisuelle, ou ce qu'on appellerait live action. Enfin, dans le cinéma, en général, on sépare les films d'animation des films live action. On fait pas de film, hein, mais moi c'est plutôt le côté effectivement tournage réel avec des caméras, etc. Et donc c'est ça qui fait effectivement qu'on forme une équipe. C'est parce que on se complète tous les trois et en général chacun d'entre nous intervient sur une portion du projet. Je compléterai aussi en disant qu'on travaille aussi avec des prestataires extérieurs, des gens qui sont spécialisés par exemple sur la modélisation 3D, qui à un certain niveau et pas dans nos cordes. Sur un pilote de drone, voilà, on a aussi des compétences qui ne sont pas forcément internes, mais qui font partie effectivement des gens et de cette équipe avec qui on travaille régulièrement. On n'a pas une typologie de projet. Pour moi, la typologie, ça serait de dire qu'on fait plus de la communication que de l'entertainment, en fait. Enfin, et dans la communication, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être très institutionnel, ça peut être plus corporate, ça peut être publicitaire, ça peut prendre, comme je le disais juste avant, soit des formes animées, soit des formes live action, c'est-à-dire plutôt filmées ou mises en scène. Ça peut prendre des formes, ça peut être de la formation, ça peut être du teasing, ça peut être... Donc c'est tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit en prise de vue réelle ou en animation, qui répond à une problématique ou un besoin de communication. Alors, au niveau du temps de travail, de l'organisation, on va dire du planning, etc. Nous, on a eu un petit peu deux phases. On a eu une première phase où, que ce soit moi ou mes collègues, on travaillait à peu près de 9h le matin à 20h, 20h30 le soir, et ce, entre 6 voire 7 jours par semaine. Je dirais qu'en moyenne, on travaillait 6 jours par semaine et ça a duré pendant quelques années. Mais pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme nous, on vient pas de ce milieu-là, il a fallu qu'on travaille 2 fois plus que les autres. Voilà. Aujourd'hui, comment ça s'organise ? On a, on va dire... comme on est dans la prestation ou dans l'intermittence en fait, c'est-à-dire que parfois on a des projets qui nous prennent du temps, parfois on a des projets qui nous prennent moins de temps, finalement on n'a pas une organisation qui est stricte avec des horaires. Pour respecter le code du travail, on est bien obligé d'avoir des horaires qui sont définis dans des contrats, etc. Mais il y a une flexibilité dans la mesure où quand certaines semaines vont demander plus de travail, elles vont se compenser avec des semaines qui en demandent moins en fait. Parce qu'effectivement, il y a à la fois la taille des projets, mais il y a aussi les contraintes dont vous parliez juste avant, ce qu'on appelle les deadlines. C'est-à-dire que même si ça arrive de moins en moins, on a toujours parfois des projets où, quand on est sollicité, on a un temps très court de base en fait pour pouvoir le faire. Ce qui d'ailleurs, je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure quand on disait que
C'est aussi pour ça que nous, on a travaillé aussi véritablement ce que vous appelez les workflows. On appelle ça des process de travail, mais ça veut dire la même chose, pour être aussi réactif et, quels que soient les deadlines, arriver à rendre un travail qui ne perde pas en qualité, mais qui soit fait dans un temps plus court. Mais pour revenir sur l'organisation du travail, effectivement, ce qui guide en fait nos semaines, c'est les deadlines et c'est la taille ou la durée des projets. Qu'est-ce que mon métier va devenir ? Je pense que il faut revenir un petit peu en arrière. C'est que aujourd'hui, si je fais le métier que je fais, c'est parce qu'effectivement, il y a un contexte qui fait que les outils ont évolué. Ils se sont quand même bien simplifiés et je pense que ça correspond surtout à l'arrivée du numérique. Ils se sont simplifiés, ils sont devenus aussi beaucoup plus accessibles en termes de prix. Je crois de mémoire que une caméra 35 mm dans les années 70, je crois que c'est à peu près 120 000 €. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une caméra, alors une marque de caméra qui revient souvent, c'est par exemple la marque Red, qui est très utilisée dans l'industrie du cinéma aujourd'hui. C'est une caméra tout pété, accessoirisée, ça va coûter dans les peut-être, je sais pas, entre 50 et 80 000 €. Donc ça veut dire quand même que par rapport à une certaine époque, les outils se sont devenus, en termes de fabrication, peut-être moins coûteux à faire, plus accessibles. Il y a un marché qui s'est ouvert aussi parce que des gens comme moi n'existaient pas il y a de ça 20 ans. Hein. C'était uniquement des professionnels, soit qui étaient issus du cinéma, soit de la télévision. Et ça vient aussi du fait qu'il y a un besoin aujourd'hui en termes de communication. Jusqu'à présent, le fait de faire de la vidéo, c'était réservé aux grandes marques. Je vous renvoie à une série qui est absolument géniale, qui est la série Mad Men, hein, qui traite effectivement de ces publicitaires dans les années 50 et 60 qui travaillaient pour Jaguar, pour Coca-Cola, etc. Aujourd'hui, c'est plus seulement ces grandes marques qui ont les moyens d'acheter des espaces publicitaires à la télé, au cinéma ou ailleurs. C'est aussi l'arrivée d'Internet qui ouvre de nouveaux espaces publicitaires qui sont aussi gratuits, etc. Et du coup, des entreprises ou même aujourd'hui des collectivités qui s'engouffrent là-dedans et qui communiquent avec la vidéo, parce que tout cela est devenu en fait beaucoup plus accessible. Et je redis, pour toutes ces raisons-là. La dernière raison aussi, c'est que les savoirs aujourd'hui n'ont jamais été aussi accessibles, de mon point de vue à notre époque, on va dire depuis le XXIe siècle, que par le passé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à peu près normalement constitué aujourd'hui, avec Internet, il est capable de se former, il est capable de suivre des tutoriels, il est capable de lire des bouquins qui sont accessibles, etc., etc. Donc, là où vous me posiez la question de savoir si j'avais des regrets par rapport à mon parcours, le fait de ne pas avoir eu un parcours qui soit finalement taillé pour le métier que je fais aujourd'hui, la réponse est non, parce que finalement j'ai trouvé une autre école qui est l'école finalement aujourd'hui d'Internet et qui aujourd'hui, dans laquelle je pioche encore aujourd'hui allègrement pour continuer à aiguiser mes compétences, à apprendre en savoir-faire, etc. et aller vers toujours plus de perfectionnement et de qualité. Alors, la formation qu'il y a actuellement, je veux pas m'engager là-dessus parce que je la connais assez mal. Je m'étais intéressé à une époque un petit peu à ce que proposait la FEMIS ou enfin les grandes écoles parisiennes, mais je connais assez mal la façon ou comment les gens sont formés, etc. Donc je voudrais pas trop m'avancer là-dessus, même si mon sentiment de but en blanc, dans le contexte actuel, quand vous faites une école de cinéma, vous n'allez pas forcément y chercher de la compétence ou du savoir-faire. Enfin, en tout cas, je pense que ça ne doit pas être véritablement la vraie raison. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait plus pour des questions de réseau, en fait. Parce que ce qu'on enseigne... alors après, bien sûr, ces gens-là, ils ont, comment dire, ils ont une véritable expertise, ils ont des façons de travailler, effectivement, qui sont éprouvées depuis des années et des années. Donc je dis pas que... Voilà, mais c'est des choses qui peuvent, je pense, s'acquérir et s'apprendre sans forcément passer par des écoles. Par contre, les choses que vous obtiendrez pas tout seul ou difficilement de l'extérieur, c'est intégrer certains milieux. C'est-à-dire que si vous voulez travailler dans le cinéma, il faut connaître des gens dans le cinéma.
Et donc, je reviens à mon exemple de Folle Image. Un des arguments vis-à-vis du fait d'intégrer cette formation, c'était de dire, ok, on va vous faire travailler sur des projets, donc finalement vous allez acquérir de l'expérience, mais surtout, on va vous fournir un réseau. C'est-à-dire que le jour où vous sortirez de cette formation-là, vous aurez rencontré des gens de studios, des producteurs, des réalisateurs, des auteurs, etc., qui vous permettront derrière de pouvoir travailler sur des projets de ce type-là. Et concernant du coup la formation, c'est essentiellement ce que j'en pense. Aujourd'hui, on peut en fait, sans repasser par la case école, finalement, apprendre et se former, que ce soit avec Internet, que ce soit en pratiquant, en expérimentant, en testant, etc. Et aussi beaucoup finalement, puisque Internet, c'est pas uniquement un endroit où on vient piocher et on repart, c'est aussi par le relationnel que permet Internet. Moi, ça m'arrive assez régulièrement d'échanger avec d'autres professionnels et de leur demander comment ils parviennent à telle chose ou comment ils ont fait ci, ça, etc. Et donc là où avant, effectivement, c'était l'école et on va dire une relation un petit peu descendante où on nous expliquait comment, machin, etc. Aujourd'hui, ça se fait sur des relations beaucoup plus horizontales et en plus avec des gens qui sont, j'allais dire, en phase avec l'actualité. C'est un petit peu mon reproche à l'école aussi, c'est que on a tendance à enseigner des recettes mais qui sont jamais vraiment en adéquation avec le contexte et le cadre dans lequel il y a une réalité. Quand vous discutez avec des gens effectivement sur Internet qui par exemple travaillent avec des caméras modernes ou qui expérimentent des logiciels modernes, etc. machin, forcément vous êtes beaucoup plus ancré dans ce qui se fait actuellement que essayer de repartir de vieilles méthodes, etc. Et quand je dis ça, je pense qu'il y a quand même de très bonnes choses. Il y a des choses sur lesquelles on coupe pas, la façon de cadrer, la règle des tiers. Enfin, il y a des choses qui ont été établies, on va dire essentiellement d'ailleurs par le cinéma des années, on va dire 30-40. Il y a toute une codification et tout un langage qui a été établi. Après, effectivement, encore une fois, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça en fait après derrière. Nous, on n'a pas forcément aujourd'hui le besoin de se mettre... Ça serait stupide de notre part de nous mettre dans des conditions cinématographiques, machin, d'avoir une personne dédiée pour chaque chose, etc. Alors que finalement, les projets que nous, on mène n'ont pas besoin de ce degré d'organisation-là et que ça devient presque plus contre-productif. Concernant les jeunes qui, dans les années à venir, effectivement, vont devoir intégrer à la suite des écoles, donc ces marchés de l'audiovisuel et du cinéma, je vais dire quelque chose qui n'est pas propre au cinéma ou à ce milieu-là. Je pense que globalement, pour les jeunes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi ? Parce qu'en fait, la situation actuelle, elle est la suivante. Moi je vois les choses comme ça et c'est peut-être pas, encore une fois, j'ai pas suffisamment de connaissances de tous ces milieux, des relations qu'il peut y avoir, etc. pour vraiment avoir une espèce de vérité à proposer. Si je vais donner juste des bribes de ce que je pense. Je pense que c'est compliqué parce que, effectivement, le cinéma c'est un milieu. Soit vous avez de la famille ou soit vous connaissez des gens, etc. Auquel cas vous aurez pas trop de difficultés pour y rentrer, mais pas y rentrer en tant que réalisateur. Vous rentrerez au départ comme, je dis n'importe quoi, régisseur ou assistant de quelque chose, ou voilà. Et si vous faites vos preuves, que vous investissez, etc., je pense que voilà. Mais ça, c'est réservé quand même à très peu de gens. Dans l'audiovisuel, je pense que l'audiovisuel aujourd'hui, c'est plus ouvert. C'est plus ouvert parce que parce que finalement aujourd'hui avec un micro, une caméra, on peut faire des choses. Il y a de plus en plus de gens qui produisent des courts-métrages, des films, que ce soit d'ailleurs des youtubeurs, que ce soit des gens dont c'était pas du tout le métier avant et qui s'essayent à ça, etc. Je pense par exemple à quelqu'un comme Quentin Dupieux, donc
Mister Oiseau, qui est un DJ assez connu, DJ français assez connu, qui lui passe de la musique au cinéma, mais qui passe par une case cinéma indépendant en fait, et qui a filmé pendant des années, qui a fait ses films, donc Rubber, Wrong Cops, et récemment Réalité et je me souviens plus de son dernier film avec Poulvord, mais c'est quelqu'un qui effectivement a passé les premières années où il a fait du cinéma à travailler comme un indépendant, et d'ailleurs plus aller travailler aux États-Unis qu'en France, et qui tournait avec des 5D Mark II et qui faisait des films véritablement d'une qualité cinématographique avec des 5D Mark II. Donc je pense que l'audiovisuel, c'est quand même un domaine qui est plus ouvert. Et après, dans l'audiovisuel, il y a de tout. Vous pouvez devenir youtubeur, vous pouvez devenir streamer. Donc ça demande, finalement, ça demande d'avoir des compétences où la technique, elle est au service de simplement partager du contenu vidéoludique, cinématographique, musical, etc. Et après, vous avez effectivement les gens qui vont se lancer, comme on en voit beaucoup, par exemple sur de la web-série, sur voilà, des créateurs, mais qui restent dans un milieu indépendant. Et après, en dernier couteau, les gens comme moi qui font finalement de la prestation. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour produire des supports vidéo, des supports audiovisuels, mais pour des objectifs qui sont précis, etc. Et je pense qu'effectivement, moi si j'avais un conseil à donner, je passerais plus par la case audiovisuelle d'abord parce qu'elle est moins exigeante, parce qu'elle est plus ouverte et qu'elle est quelque part un peu plus accessible, pour faire un petit peu ses armes, pour s'exercer, pour savoir aussi si on est fait pour ça. Et après, éventuellement, envisager d'aller vers le cinéma et d'aller vers des productions effectivement de plus haut vol en fait. À titre personnel, moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, c'est vrai que mon rêve, c'était, et c'est toujours le cas, mon rêve, c'est de faire du cinéma. Après, pas forcément faire du cinéma hollywoodien ou quoi que ce soit, mais faire un film, simplement. Et c'est vrai que, n'ayant pas de formation, comme on en parlait tout à l'heure, ou de compétences au départ, j'ai préféré effectivement commencer par faire des choses toutes simples, toutes bêtes, pas très poussées, et plutôt chercher la montée en compétences et d'aller chercher toujours un petit peu plus, de pousser un petit peu plus, etc. Et j'espère un jour que j'aurai effectivement l'occasion de pouvoir faire un film, même diffusé dans un cinéma d'art et d'essai, ça m'irait, ça me suffirait. J'aurais le sentiment d'avoir fait, d'être allé au bout de quelque chose en fait. Alors oui, faire un film, mais d'ailleurs je connais à peu près personne sur Grenoble qui fasse de la vidéo un peu comme moi, même d'Acom, etc., qui à un moment donné ne caresse pas cette idée de pouvoir faire quelque chose qui vient totalement d'eux, c'est-à-dire quelque chose qui soit sans contrainte, sans contrainte de il faut communiquer là-dessus, ou alors il faut filmer ici, voilà, des gens qui espèrent un jour pouvoir, et qui le font pour certains déjà, pouvoir totalement effectivement être libres et produire quelque chose qui leur ressemble, qu'ils ont écrit, qu'ils ont imaginé, où ils ont choisi effectivement les gens qui y participent, ceux qui n'y participent pas, où ils s'entourent en termes d'expertise de qui ils veulent sur tous les aspects du projet, et où c'est pas forcément conditionné par le budget que leurs clients leur donnent, etc., où vraiment ils ont la liberté sur tout. Après, me concernant, oui, je partage cette envie et cette espèce de but avec eux. Après, est-ce que je travaillerai avec les gens avec qui je travaille actuellement ? Je pense que c'est pas aussi simple que ça. C'est plutôt une question, est-ce que les gens avec qui je travaille actuellement sont pertinents et ont une expertise suffisante rapportée au projet que je veux faire. Donc ça dépend totalement du projet que je veux faire. Pour moi, il n'y a pas de... et vous pouvez le prendre dans le cinéma. Prenez par exemple d'un côté, il faut que je me souvienne des noms, mais d'un côté vous prenez Lubezki qui est directeur photo essentiellement de Terrence Malick et Inarritu, qui a été aussi directeur photo sur le truc. Il a vraiment une patte et il a un truc à lui en fait. Et je suis pas certain que, même si aujourd'hui on lui reconnaît, on le reconnaît comme étant un des plus grands directeurs photo de sa génération, on va dire, ça veut pas dire forcément qu'il va être adapté à tous les projets. Je le verrais mal.
il a une approche de son métier qui est particulière et qui je pense, n'est pas adaptée à tous les cadres ou tous les propos qu'un réalisateur peut vouloir tenir dans un film. Donc je pense qu'il ne faut pas voir les choses en termes de j'ai les compétences, c'est bon. Et après, il y a ce deuxième volet dont je parlais tout à l'heure qui est aussi quelle est l'approche, quelles sont les références, qu'est-ce que vous avez à proposer, qu'est-ce que vous avez à amener sur un projet. Et là, effectivement, voilà, quand un projet arrive, les cartes elles sont rebattues et il faut s'entourer des gens effectivement qui vont être le plus à même d'amener le projet là où le réalisateur veut l'amener.